Cet épisode aborde le rejet en mer de l'eau radioactive de Fukushima et du traitement de cette information. Par respect pour les victimes, aucune image du tsunami ne sera montrée. Quelques notions de nucléaire seront rappelées, mais pour une information plus complète, n'hésite pas à aller voir ma précédente vidéo sur le sujet. Il y a 10 ans aujourd'hui, le Japon subissait une nouvelle fois la fureur de la Terre. Un terrible tsunami consécutif à un séisme colossal de magnitude 8,9 a frappé les côtes japonaises. Une vague de 14 à 15 mètres est venue s'écraser à l'est du pays, détruisant une région entière et frappant au passage la centrale nucléaire de Fukushima. Une série de défaillances et de mauvaises décisions mènent à la fusion de 3 cœurs de la centrale. Dans l'urgence, pour limiter les dégâts, on arrose alors les cœurs en fusion pour les refroidir. Opération lente, délicate et un peu réalisée au sbeul sur le site meurtri qui mène à la contamination radioactive de l'eau utilisée. Bien entendu, on a limité au maximum les fuites de cette eau dans la nature, mais 10 ans après la catastrophe, c'est plus d'1 milliard de litres d'eau qui sont stockés sur le site. 1 milliard de litres que TEPCO, le gestionnaire de la centrale, a décidé en novembre dernier de rejeter en mer. 1 milliard de litres d'eau radioactive dans la mer. Bon, heureusement, on en a strictement rien à carrer. Est-ce que tu connais ce principe rhétorique qui consiste à balancer une info vraie, vérifiable, on remet pas ça en doute, mais qui n'a aucune espèce d'importance? Une info qu'on balance avec suffisamment d'aplomb et sans poser de contexte pour la rendre grave, voire, si on se taille le concept d'honnêteté en biseau en ajoutant une petite musique qui fait peur, la rendre carrément catastrophique. Je suis sûr que t'en as déjà vu. Plein de fois. Si, cherche bien. Ah bah t'es là toi? Justement, je parlais de toi. Bouge pas. TEPCO a en effet bel et bien annoncé officiellement qu'ils allaient rejeter de l'eau contaminée directement dans la mer. Info vraie, et reprise bien entendu par tous les médias du monde. Mais qu'est-ce que cette info nous apprend vraiment? En vrai, pas grand chose en fait. Voire que dalle. Prenons un exemple totalement au hasard. T'as Élise Lucet qui débarque un soir dans ton salon la gueule en Y, très remontée contre les géants de l'agronomie qui te permettent pourtant de t'enfiler de la bouffe en quantité pentagruélique sans risquer la famine ou de te choper un champignon mortel qui te fera gerber tes intestins avant de te tuer, et elle nous promet rien moins que la vérité sur leurs pratiques hautement douteuses. Comme tout le monde sait que c'est la meilleure journaliste du monde, hors du système, qu'elle soulève les vrais problèmes, qu'elle fait trembler les puissants, forcément aucune raison de remettre ce concept en doute. Donc par exemple, dans son cash impact de février 2018 sur les pesticides, on va chercher à établir une vérité. On teste donc les cheveux d'enfants qui vivent en bordure de vigne traités aux pesticides, et ô étrangeté, on trouve des traces de pesticides. Bien sûr, on n'est pas des charlots, on appose la caution scientifique sur ce test. Testé en laboratoire indépendant. C'est pas testé chez Tata Simone en les mélangeant à de la pisse de chat. Non, c'est bien scientifique et indépendant. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'on ne fait aucun test témoin sur d'autres enfants. À la montagne par exemple, ou en ville, enfants qui seraient moins exposés à proximité des cultures, juste pour comparer. Un groupe témoin, on appelle ça. Et si on n'a pas de groupe témoin, oui, peut-être que c'est grave de vivre à proximité des vignes, mais peut-être pas. Non, on nous montre juste des chiffres sans en expliquer aucun. C'est la vérité. Et en vrai, j'ai aucune raison de remettre ça en doute. On dit également que parmi les molécules résiduelles détectées, on en trouve des dangereuses. Mais on se garde bien surtout de parler de quantité ou de seuil. N'oublie jamais que c'est la dose qui fait le poison. On pourrait retrouver des traces de plutonium dans ton sang. Si c'est 3 atomes, ça va t'en chatouiller une sans faire bouger l'autre. 2 grammes de sel par jour, c'est juste indispensable à ta survie. 25 grammes, tu meurs. Tu sautes un muret de 90 cm, tu vas survivre. Un immeuble de 90 étages, tu vas canner. Le soleil est nécessaire pour synthétiser la vitamine D. Reste 5 jours à cuire dans le désert sans protection, on va t'appeler Johnny Merguez. C'est vraiment un principe fondamental. C'est la dose qui fait le poison, pas le produit. Jamais. On n'en saura donc pas plus sur ces quantités dangereuses ou non. Alors bien sûr, pour plus d'impact, on va faire le test sur des enfants, pas dingue. On va pas faire ça sur les vieux moisis de l'EHPAD d'à côté qui sentent la pisse et qui bavent, c'est moins émotionnant. Ou peut-être qu'il n'y avait qu'une école à proximité des vignes, aucun autre bâtiment où des gens vivent ou travaillent. Et comme cette vérité reste un petit peu légère pour convaincre, juste avant, on va rajouter d'autres. On te dit que les mecs qui épandent les pesticides portent des masques. C'est vendu comme une preuve supplémentaire indiscutable que c'est dangereux. Ouais, ils portent des masques, comme les peintres en fait. Mais personne ne tombe malade à cause de la peinture. Les chirurgiens aussi portent des masques, les mecs qui fabriquent les satellites ou nos microprocesseurs aussi, ça les rend pas dangereux pour autant. Quand tu passes une radio aussi, le toubib lui se protège derrière une paroi blindée, alors que toi tu restes exposé aux radiations. Parce que c'est la dose qui fait le poison, tout à fait. Autre vérité, les pesticides, ça pue. Ouais. Comme le fumier aussi. Je déteste le fumier! Et je vois toujours pas ce que cette vérité nous apprend. Voilà donc typiquement le genre d'info totalement sans intérêt. C'est vraiment le genre, vous avez reçu un appel d'un numéro inconnu qui n'a pas laissé de message. Qu'est-ce que tu peux bien foutre d'une info pareille? Si t'es de nature pessimiste, tu vas imaginer le pire. Sinon, c'était peut-être un faux numéro, un jeu radio, un démarchage téléphonique, mais tu ne peux rien en conclure. C'est juste vrai et sans intérêt.
Notre réflexe est naturellement d'imaginer une menace parce que ça touche nos enfants en plus et qu'on ne peut pas minimiser leur santé sans passer pour un monstre. Mais on n'apprend strictement rien avec ce genre d'infos. Mais on peut faire le test, hein. Prends cet extrait et remplace les mots. On a découvert des pigments de couleur artificielle sur leurs ongles dont certains sont classés dangereux. Oui, les crayons de couleur contiennent des pigments toxiques. Ta cuisine aussi, hein, contient des trucs toxiques. On a fait un tour dans leur chambre et il s'avère qu'ils possèdent tous des résidus de pétrole transformés sous forme de briquettes de la même matière polluante qui finit dans les continents de plastique dans les océans non biodégradables et qui peuvent faire super mal aux pieds si tu marches dessus. Ouais, c'est des Lego. Tu connais le monoxyde d'hydrogène? C'est un puissant solvant massivement utilisé dans la chimie, l'acide avec le pH le plus élevé. L'industrie nucléaire en rejette des milliards de litres dans la nature tous les ans. Ça rapporte des milliards à des grosses multinationales et nos enfants y sont exposés à l'école. Et tout ça se passe dans le silence assourdissant des médias. Si tu fais tester l'urine de tes lardons par un laboratoire indépendant, tu vas en trouver une très forte concentration. Ah oui, le monoxyde d'hydrogène, c'est juste de la flotte en fait. Avec un pH de 7, effectivement, plus élevé, on passe dans le basique. C'est quand le pH est plus bas que l'acide est le plus dangereux. Effectivement, ça rapporte des milliards à des grosses entreprises. Et oui, l'industrie du nucléaire rejette de la vapeur d'eau, des nuages. Et nos enfants sont exposés à l'eau. Vous voyez la différence entre informer les gens et leur coller les miquettes ? Un peu plus loin, on dit « le glyphosate rapporte 10 milliards de dollars par an à Monsanto ». Ok, tant mieux pour eux je suppose. Les mecs ont un produit super efficace, visiblement on n'a pas trouvé mieux, mais en quoi ça en fait un produit dangereux? Peut-être que ça l'est, mais cet argument n'en est toujours pas. Windows rapporte des milliards à Microsoft, est-ce que tu vas choper un cancer de l'index quand tu fais un démineur? Est-ce que tu tombes malade en commandant sur Amazon depuis ton iPhone assis dans ta Tesla? Je peux me tromper, mais il me semble pas. Et pourtant, ça rapporte aussi des milliards. Hein. Alors oui, ils se servent de ça pour dire que ça rapporte beaucoup et donc que les mecs ont tout intérêt à arroser tout le monde pour qu'ils mentent pour rester assis sur leur tas d'or. Mais là, ça devient un scénario d'X-Files. Hein. Je peux pas croire que la meilleure journaliste du monde verse dans ce genre de travers. Tout ça pour dire que non, ce n'est pas parce qu'une information est impactante, voire vraie, qu'elle est pertinente. Aucun rapport. Si on récupère donc toutes ces infos-là et qu'on les synthétise, on a donc un produit supposé dangereux, ou en tout cas qui fait peur, des milliards de... on s'en tape, milliards ça fait peur de toute façon, et des trucs mignons à fort potentiel affectif qu'il faut protéger. On n'a toujours aucune nuance, aucune contradiction, aucune mise en perspective, mais touille ta mayonnaise, peu importe la pertinence, ça fait peur. Et il faut vraiment être un connard sans cœur comme moi pour remettre tout ça en cause et risquer de passer pour un ignoble monstre. Bref, si on garde exactement la même notice de montage mais qu'on change juste la couleur des briques, oui j'analogise encore avec des Lego, ça pose problème à quelqu'un? Ça donne des milliards, oulala, quantité de beaucoup, de litres d'eau radioactive, donc radioactif égale caca, vont être rejetés dans la mer, les dauphins, les belugas, Nemo, tristesse, tout ça. On a tous les ingrédients pour faire un bon gros buzz bien fatos qui sent bien le graillon. Mais au final, c'est quoi ce milliard de litres d'eau radioactive rejetée dans la mer? C'est moi ou tes intros sont vraiment de plus en plus longues? C'est possible, je me rends pas compte. Le vendredi 11 mars 2011, à 14h46 heure locale, un séisme d'une magnitude de 8,9 provoque un gigantesque tsunami, une vague de 15 mètres par endroit qui vient s'abattre sur les côtes japonaises, provoquant la mort de plus de 20 000 personnes et le déplacement de plus de 400 000 habitants. Parmi les structures touchées, les deux centrales nucléaires de Fukushima Daiichi et Daini. Deux centrales, 10 réacteurs à eau bouillante mis en service entre 73 et 86, dont les plus vieux étaient prévus pour fonctionner encore au moins 10 ans. Et pour en savoir plus sur les réacteurs à eau bouillante, je vous renvoie encore et toujours vers la vidéo de l'excellente chaîne Energia. Le système d'alerte arrête les réacteurs 1, 2 et 3 sitôt l'annonce du séisme. Le réacteur 4 était déchargé et les 5 et 6 étaient en maintenance et ne fonctionnaient heureusement pas à ce moment-là. Pour rappel, le nucléaire ne produit pas d'électricité, il produit de la chaleur qui chauffe de l'eau, qui entraîne un alternateur qui lui produit de l'électricité. On a plein de crayons d'uranium empilés dans de la flotte, celle qu'on fait chauffer justement, crayons qui entrent en réaction de fission, souvenez-vous, qui se chargent la gueule de neutrons façon pogo dans un concert de Rage Against the Machine, et au milieu on a des barres de contrôle qu'on va pouvoir plus ou moins ajuster pour stopper la récréation ou au contraire l'encourager, ce qui va plus ou moins chauffer l'eau et donc plus ou moins produire de l'électricité. Dès que le séisme a été détecté, la procédure d'urgence a été déclenchée et les systèmes d'alerte ont donc mis le holà direct pour stopper le merdier. Sans sommation, au garde à vous, fermez vos mouilles. Ça permet d'éviter de produire de la chaleur supplémentaire, on lâche l'accélérateur, mais par contre, il faut encore évacuer celle restante, la chaleur résiduelle, freiner en gros pour stopper le merdier. Sauf que là, faut imaginer la puissance d'une Lamborghini avec des freins en fromage.
On veut éviter que la matière nucléaire aille se taper une balade sur les bords du Pacifique au soleil couchant, et normalement tout est prévu pour. T'inquiète pas, il y a des pros qui bossent. L'uranium est contenu dans des tubes en zirconium, le tout dans une cuve de flotte en acier en circuit fermé, et tout ça emballé dans une jolie enceinte en béton doublée de métal. 45 minutes après l'annonce du séisme, une vague gigantesque de 15 mètres, un immeuble de 5 étages, submerge les digues et s'abat sur les centrales alentours, provoquant un blackout total. Plus d'électricité pour alimenter les différents systèmes de la centrale et donc les pompes. C'est donc les systèmes de secours qui prennent le relais pour faire fonctionner les systèmes de refroidissement. Un échangeur de chaleur pour le réacteur numéro 1 va fonctionner un temps, être arrêté, mais les techniciens ne vont pas réussir à le remettre en marche. Dans les autres réacteurs, des groupes électrogènes et des batteries de secours alimentent les pompes pour maintenir le refroidissement. Mais avec les salles inondées, ce système va aussi rendre l'âme au bout de quelques heures. Et c'est là que la méga grosse merde de façon apocalypse commence. La température monte salement, la flotte se vaporise et les barres de combustible se retrouvent à Walp. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. À l'air libre, sans eau pour le baigner, le cœur monte alors à plus de 2600 degrés et se met à fondre. Le corium, on appelle ça. Une saloperie 2 fois plus chaude que la lave en fusion et composée d'éléments hautement radioactifs. Ça bouffe la cuve et le béton sous la cuve. Je vous passe les détails techniques, je vous mets en lien l'excellente vidéo de l'IRSN pour tout savoir, mais à ce moment-là, pour éviter que la cuve explose sous la pression et que le corium se retrouve à l'air libre, ce qui serait le pire des scénarios, les techniciens doivent évacuer l'eau vaporisée dans l'atmosphère. Sauf que normalement, l'eau qui sert à refroidir est en circuit fermé, elle n'est jamais en contact avec l'extérieur. Elle est refroidie par échange thermique avec l'eau de mer, mais les deux ne sont jamais en contact direct ou mélangés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on construit des centrales proches de sources d'eau abondantes. C'est pas pour s'amuser à flinguer la planète dans un plan démoniaque. On relâche donc l'eau du cœur avec son cocktail radioactif, mais une fois l'eau chaude évacuée, il a bien fallu en réinjecter de la fraîche. La priorité absolue à ce moment-là, c'est de réussir à noyer le corium pour éviter qu'il continue à tout bouffer. Et cette flotte, c'est celle qu'ils ont sous la main. De l'eau de mer qui va se contaminer au contact du corium, mais qui va au moins réussir à le stabiliser dans un premier temps. Sur le moment, les ingénieurs ils sont allés un peu à la sagouin pour gérer l'urgence. Pas mal d'eau contaminée d'éléments radioactifs a été rejetée en mer les premiers jours, mais une fois la situation sous contrôle, des protocoles stricts ont été mis en place. On a récupéré l'eau contaminée dans d'immenses cuves stockées autour du site, mais problème, les capacités de stockage vont bientôt arriver à expiration en 2022 et il va bien falloir en faire quelque chose. Et c'est là que TEPCO a pris la décision de la rejeter en mer. Cette eau s'est donc elle aussi chargée d'éléments radioactifs, iode, césium, xénon, etc. Bien entendu, la situation étant maintenant sous contrôle, on a pris le temps de les filtrer par plein de moyens dont c'est pas le sujet ici, et de les stocker sur des sites dédiés, tout comme les autres déchets radioactifs. Problème, elle s'est également chargée d'un élément bien particulier qui casse les douilles aujourd'hui, le tritium. Le tritium est un isotope, une forme de l'hydrogène. Un élément chimique est déterminé par son nombre de protons. 1 c'est hydrogène, 2 c'est hélium, 6 le carbone, etc. Et on peut avoir plus ou moins de neutrons en plus, ce sont les isotopes. Un proton, 0 neutron, c'est de l'hydrogène normal, ou protium. Un proton, un neutron, toujours de l'hydrogène, mais qu'on appelle deutérium. Un proton, 2 neutrons, c'est du tritium. Pendant le pogo nucléaire dans le réacteur, certains atomes d'hydrogène vont capter des neutrons. Mais si le protium et le deutérium sont stables, ne bougent pas dans le temps, ils restent comme ça à vie tant qu'on les fait pas chier dans des conditions dantesques, le tritium, lui, est radioactif. Il va spontanément se changer en autre chose en balançant des radiations à haute énergie. Oh non, ça recommence. Un des neutrons va se changer en proton. Ok, donc je suis redevenu un proton. Et devenir de l'hélium 3. Du coup, juste pour savoir, c'est moi qui décide du bail, savoir si on est de l'hydrogène, de l'hélium... Ok, non, juste pour savoir. 2 protons et 1 neutron. C'est une réaction qu'on appelle β-. Il va éjecter au passage un électron de manière un peu vénère. C'est ça qui rend la radioactivité dangereuse, ces petits trucs qui partent comme des balles. Et un antineutrino qui lui n'interagit pas avec la matière, donc balèque. Mais en attendant de se transformer en hélium 3, le tritium reste chimiquement de l'hydrogène, et ça réagit donc avec les autres atomes de la même manière, notamment pour former de l'eau. L'iode et le césium étaient des éléments mélangés à la flotte, le tritium lui, c'est de la flotte. Compliqué de trier un brin de paille dans une meule de foin. Qu'on soit bien clair, cet épisode parle uniquement du rejet de l'eau en mer. Venez pas me parler de catastrophes, de sécurité nucléaire, d'éoliennes et de conneries du genre. On ne parle que du fait de rejeter l'eau en mer. T'auras l'occasion de gueuler sur les catastrophes nucléaires dans un mois et demi. Bien, mais cette flotte, c'est quoi au final? 1,19 million de mètres cubes, c'est quoi? Non, parce que dit comme ça, ça fait peur, mais faut remettre un peu les trucs en perspective. 1,19 million de mètres cubes, ça fait 1,19 milliard de litres. Ça paraît juste énorme. Mais 1 milliard de litres, ça fait finalement un cube de seulement 100 mètres de côté, ou une sphère de 62 mètres de rayon. On va arrondir à 1 milliard, ce sera plus simple, et je vous laisse rajouter les virgules si ça vous intéresse. Ça fait 400 piscines olympiques. Ouais, on aime bien compter en stade de foot et en piscine olympique chez nous.
1 milliard de litres, c'est comme si tu étalais 1,5 cm de flotte sur l'entièreté de la surface de Vierzon. 1 milliard de litres, ça fait une portion de 5000 mètres de Seine dans Paris. 5 km sur 50 de large, sur 4 mètres de profondeur. Il faut environ 50 minutes pour qu'1 milliard de litres passe sous ces ponts. Et le tritium radioactif, dans ce milliard de litres, ça représente 16 grammes. Ça là, c'est 4 morceaux de sucre. C'est la partie effectivement radioactive contenue dans ce milliard de litres. Hop hop hop. T'es en train de nous faire une négligence là. De quoi? Ah ben je sais pas, tu balances 2 sucrètes sans explication, sans contexte, et sous prétexte que ça paraît pas beaucoup, il faudrait en déduire quelque chose. Alors ok, c'est 16 grammes par rapport à toute cette flotte, ça paraît vraiment peu, mais ça peut être toxique tout pareil. Il va falloir que tu développes un peu là. Ah ben non, mais moi j'étais juste venu là pour faire ce plan, hein, et un petit peu aussi pour pouvoir tester mon super matos offert par les tipeurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les pages Tipeee et Utip, hein, vu que cette vidéo va certainement être démonétisée. Et du coup, bah je rentre. Donc, 16 grammes de tritium, ça représente environ 10% de la production annuelle naturelle de tritium, générée à 99% dans la haute atmosphère. Et du tritium naturel, il y en a environ 3,5 kg sur l'ensemble du globe. Du qu'on a produit nous, humains, il en reste aux alentours de 40 kg, résidus essentiellement des essais nucléaires atmosphériques et surtout, en grande majorité, de la Tsar Bomba. Nos 16 grammes, ça représente une radioactivité d'environ 6 millions de milliards de becquerels. 6 millions de milliards de désintégrations nucléaires bêta- à la seconde donc. Ah, attention, tu commences à utiliser les milliards. Oui, mais il faut bien que j'explique. Mais puisque t'aimes pas les milliards, on va diviser. 1 milliard de litres, 1 million de milliards de becquerels, on arrive donc à seulement 1 million de becquerels par litre. Pardon, mais ça reste un peu énorme quand même. En effet, c'est pas rien. Mais comme j'ai dit, c'est une réaction nucléaire bêta-, hein, tu te souviens? Moi oui, c'est moi qui monte tes vidéos, mais c'est pas pour moi que t'expliques. Chaque seconde, dans un litre d'eau de tritier, il y a donc 1 million d'atomes de tritium qui vont se transmuter en hélium en éjectant au passage 1 million d'électrons. Après, c'est pas des éléments très lourds les électrons, hein, donc l'énergie va très vite se dissiper hein, sur un millième de millimètre dans la peau par exemple. Donc même si ça paraît beaucoup, à moins d'avaler du tritium où ça pourrait directement taper nos cellules de l'intérieur, le danger pour la santé est très minime. Un décret d'avril 88 a classé le tritium dans la catégorie 4, hein, catégorie la plus faible, dans le groupe de radiotoxicité. Et on considère qu'en dessous d'1 milliard de becquerels, aucun signalement n'est nécessaire. En plus, qui dit forte activité, dit temps très court. Forcément, si tu crames tout d'un coup, bah t'as vite plus rien à cramer. Le tritium a une période de demi-vie relativement courte, 12,32 ans. C'est-à-dire qu'il perd la moitié de sa radioactivité tous les 12 ans et 4 mois. En 2033, il n'en restera plus que 8 grammes, en 2045, 4 grammes, et dans une centaine d'années, il en restera 1 millième de gramme. C'est ça qui est bien avec la radioactivité, elle disparaît toute seule et en plus on connaît parfaitement les durées. D'ailleurs le tritium est rejeté partout dans la nature hein, sans qu'il y ait le moindre impact sanitaire. Tu vois personne crever façon Emile Antonovsky autour de toi à cause du tritium. L'OMS a fixé un seuil maximum de 10 000 becquerels par litre, soit 10 fois moins de radiation que quand tu passes un scanner, ou 700 fois moins que ce que tu te prendras dans la tronche hein, en prenant un vol Paris-Tokyo. Et il me semble pas voir Greenpeace gueuler contre les vols Paris-Tokyo sous ce motif-là. Il suffira donc de diluer 1 litre d'eau contaminée dans 100 litres pour atteindre le seuil fixé par l'OMS et qu'absolument personne ne se rende compte de la différence. Le problème de l'eau de Fukushima est donc avant tout politique, de ce que le public sans formation scientifique perçoit et comprend d'un sujet complexe qui fait peur, et de ce que des marchands de peur professionnels veulent nous faire gober. Ce n'est pas un problème sanitaire. Mais comme tu dis, si on n'y comprend rien, comment on peut être sûr que tu ne joues pas de la flûte toi aussi? Ah mais t'as pas à être sûr, hein. Libre à toi de me faire confiance ou pas, hein. Mais je peux très bien me planter dans mon raisonnement, hein, tout à fait. Avoir des infos pourries, les commentaires et les notes sont justement là pour nuancer cette vidéo hein, si je me suis planté. Mais c'est pas une question d'opinion, hein. J'ai pas raison ou tort selon ce que t'as envie de penser. Je me suis basé sur des faits, des observations reproductibles et confirmées, hein, pas sur ce que je veux croire. Et surtout, je présente les deux côtés de la médaille, hein, pas juste ce qui m'arrange. Je mets justement un maximum de liens en description pour pouvoir recouper les sources et je fais pas de sensationnalisme, hein, j'ai rien à vendre moi. Je fais juste des calculs simples et je prends les infos auprès des gens dont c'est le métier, hein, l'IRSN, etc. Des experts qui confondent pas un chat avec une poule. Et surtout, je m'appuie sur un truc relativement fiable, la méthode scientifique. Mais encore une fois, hein, je peux moi aussi me planter. Hein. Si t'as d'autres infos, j'en parlerai, je corrigerai. Et moi, contrairement à certaines associations antinucléaires, j'essaye de rester cohérent dans mes propos. Hein. Je fais pas la girouette selon ma sauce et je gonfle pas les chiffres pour faire peur ou inversement. Hein. Je suis pas financé par le gaz russe pour propager des conneries marketing et je bloque pas les gens sur Twitter qui osent me faire remarquer que je me suis planté dans mes chiffres ou que j'ai mal compris un truc. Bloquer les gens, c'est pas vraiment une preuve que t'as tort. Non, en effet, c'est juste une réaction un peu chelou de la part d'un scientifique, je trouve, dans un débat. Surtout si t'es sûr de tes données, a priori, je comprends pas bien le principe. Mais on est entièrement d'accord, ça prouve pas qu'ils ont tort. Ouais, alors je veux pas prendre la défense de qui que ce soit, mais je peux comprendre que les journalistes n'aient pas forcément le temps de développer tout ça, on en est déjà à 18 minutes de vidéo. Non, mais dans l'ensemble, les journalistes font bien leur boulot. Ils donnent une info juste, souvent assez bien expliquée, et sans non plus en faire des caisses. Mais je pense que rajouter un poil de contexte ne nuirait à personne. Jusque-là, j'ai dit que TEPCO allait rejeter de l'eau en mer. Bon, par exemple,
TEPCO va distiller, rien que le choix du verbe déjà influe sur la perception, l'eau, on ne parle pas de milliards, l'eau débarrassée de ses éléments les plus polluants, mais contenant quelques grammes résiduels d'hydrogène radioactif faiblement toxique, en veillant à ne pas dépasser le seuil limite fixé inférieur à la radioactivité naturelle. Voilà. Ok, on va rejeter de l'eau radioactive en mer. Oui, ça fait chier. Oui, on s'en serait bien passé, mais non, vous n'allez pas vous mettre à faire caca liquide et à vomir vos organes en entrant en contact avec les quelques picogrammes de tritium de Fukushima. Et tu peux même finir le reportage par « Rappelons que la production d'électricité nucléaire est la plus propre en termes de rejet de CO2 et reste à ce jour notre principale arme contre le réchauffement climatique ». Oui, là c'est quand même très orienté comme info. Ah ouais, mais bon, moi j'y peux rien si la réalité te plaît pas. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Nero. J'ai dit que ce serait la vérité. Ça suffit. Alors oui, je pousse le curseur à l'opposé des marchands de peur, mais on pourrait aller encore plus loin effectivement pour contrecarrer leur cagade. Préciser que l'accident de Fukushima a fait entre 0 et 1 mort selon les estimations les plus pessimistes, que la peur du nucléaire a fait plus de morts suite à la catastrophe que le nucléaire lui-même, que des gens sont morts de froid à cause des coupures de courant suite à l'arrêt des centrales, que des centrales à charbon si chères à nos voisins allemands, en plus de rejeter massivement du CO2 et des particules fines dans l'atmosphère, de l'arsenic et du mercure, rejettent aussi des tonnes d'uranium dans la nature sans aucun contrôle là, et que le dérèglement climatique va tuer de plus en plus de gens chaque année dans des canicules de plus en plus fréquentes et violentes, engloutir des territoires entiers sous l'eau les rendant inhabitables pendant des dizaines de milliers d'années, déplacer des millions de personnes qui perdront tout et flinguer la biodiversité partout sur la planète. Mais c'est sûr que 16 grammes de tritium dilués dans le plus grand océan du monde, qui auront disparu dans 123 ans, ça semble pire. On peut voir les catastrophes en général et nucléaires en particulier de deux manières. Interpréter ça comme un signe qu'il faut tout arrêter au moindre échec, c'est une culture l'échec, on peut vivre avec et en tirer les leçons, ou s'ouvrir le bide à la moindre loose dans un excès d'honneur mal placé. On peut arrêter de prendre l'avion parce qu'il y a des crashs, la voiture ou même le vélo parce que des gens meurent tous les jours sur la route, arrêter de manger des cacahuètes de peur de s'étouffer, arrêter de baiser parce que ça fait des gosses qui écoutent ensuite Aya Nakamura, ou alors on peut apprendre de nos échecs pour rendre le tout plus sûr, comprendre ce qui a merdé et ne pas reproduire ces accidents, et faire de toutes ces catastrophes une chance pour être plus sûr à l'avenir. Les accidents et la mort font partie de la vie, il faut l'accepter, sinon tu deviens fada. L'accident mortel de Jules Bianchi en 2014 a permis la mise en place des halos sur les Formule 1, ce qui a sauvé la vie de Romain Grosjean en 2020. On apprend des erreurs passées. Et franchement, si tu veux vivre longtemps et en bonne santé dans de bonnes conditions, le nucléaire est probablement le truc le moins dangereux que tu croiseras. Le nucléaire, c'est comme les requins, c'est le grand méchant des films, le truc qu'il faut absolument combattre, on a l'impression que c'est le prédateur ultime, et au final, quand on regarde tout ce qu'il y a autour, tout fait plus de morts que le nucléaire ou les requins. Mais chaque accident, chaque catastrophe, c'est un élément de sécurité qui s'ajoute. Un pas de bol qui sera anticipé et maîtrisé pour la prochaine fois. Mais on va en parler de ces catastrophes très bientôt. Du coup, abonne-toi, active la cloche, et n'oublie pas que même quand ça merde comme il y a 10 ans à Fukushima, le génie est partout.